C'est la seconde partie de l'émission Le Monde en 7 ce samedi. On continue donc, on va parler maintenant du Togo, évoquer l'arrestation de journalistes et d'activistes politiques. Le procureur de la République s'est expliqué courant la semaine. Reporters sans frontières, Amnesty International et plusieurs organisations professionnelles ont exprimé leur indignation. On continue d'en parler avec Louis Kabaki sur le plateau avec nous et Louis Magloire Kemayo également. Une première réaction, Louis Kabaki, l'affaire-ci concerne donc ces trois journalistes. Il y a Ferdinand Haïté, Joël Ega et Isidore Kouonou. Oui. Les deux premiers font l'objet de mandats de dépôt, pendant que le troisième est placé sous contrôle judiciaire. Et puis il y a l'activiste Fovi Katakou, qui a également été déposé à la prison civile de Lomé. On connaît cet activiste, on sait qu'il vit dans une situation de handicap sévère. Alors pour vous, est-ce on se retrouve aujourd'hui dans une situation où on a un pouvoir qui devient plus, je vais employer le terme, dictatorial qu'avant? En tout cas plus dur, plus sévère et c'est inquiétant. Surtout qu'on est dans un contexte de précarité où il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de difficultés à assurer les meilleures conditions de vie de la population. Je crois que la priorité devait être par là, c'est-à-dire comment faire pour sortir le pays de l'ornière au moment où on fait face à une pandémie et à ce qui a engendré beaucoup de difficultés sur le plan économique et tout. Il y a déjà une tension sociale. Et à partir de ce moment, et dans un tel contexte, on ne peut pas comprendre que le pouvoir se durcisse et veuille appliquer de façon à la limite aveugle certaines dispositions où les gens deviennent plus, plus sensibles à certains détails. Ce qui n'est pas souhaitable. Parce que en l'état en l'état précis de la situation du pays, on s'attend à ce que nos dirigeants fassent plus d'élévation et aient un regard plus visionnaire. Voyez-vous? Donc, le fait qu'on nous dise, dans un contexte pareil, que les journalistes ont commis un délit, il ne nous appartient pas d'apporter des appréciations sur l'infraction commise. Mais il nous appartient d'analyser, en tout cas, la situation et de dire, mais à quoi cela nous a-t-il servi d'avoir un code dont on dit qu'il dépénalise les délits de presse et qu'on nous dise qu'il y a eu une infraction et que ces journalistes-là sont en même temps transférés. En tout cas, il y a un mandat de dépôt contre eux, ils se retrouvent donc en prison. Le code de la presse sert alors à quoi? Et donc, on a comme le sentiment qu'il y a une volonté manifeste de faire mal. Et donc, on estime apparemment que les dispositions du code de la presse, qui prévoient des amendes quand même lourdes vis-à-vis des journalistes lorsqu'ils commettent des infractions, ne paraissent pas assez suffisantes pour les plaignants. Et donc, ils ont choisi de passer par le code pénal. Et c'est là maintenant qu'on se rend compte que le code de la presse lui-même comporte des aberrations, même des incongruités qu'il faudrait bien entendu relever. Je crois qu'on aura le temps d'en parler, bien entendu. Réaction également, Louis Magloire Kemayo. Quand vous apprenez que des journalistes, des activistes politiques sont arrêtés, envoyés en détention, quelle est votre réaction, quel est votre sentiment? Ma première réaction, c'est que la place d'un journaliste n'est pas en prison, elle est dans une rédaction. Mais une fois que j'ai dit ça, c'est parce que j'estime que dans leur situation et au regard du contexte, j'aurais souhaité la même chose, que l'on se batte pour ma libération, parce que nous sommes en contexte de Covid. Les prisons n'ont jamais été des hôtels 4 étoiles ou 15 étoiles. On ne va pas en prison pour la joie, on y va parce qu'on a une privation de liberté. Et nous sommes en période de fin d'année, donc pour les chrétiens comme pour le civil, c'est important de passer ces moments-là en famille. Une fois qu'on a dit tout cela, il faut revenir à la base également et dire que dans notre profession, la carte de presse n'est pas une garantie d'impunité. C'est-à-dire que quand vous vous exprimez, les faits doivent être sacrés et tout ce que vous dites doit être prouvé. Si vous n'arrivez pas à prouver un fait, vous entrez dans le domaine de la diffamation ou de l'injure gratuite. Et c'est malheureusement à cela que nous devons faire face. Ceux des journalistes qui ne sont pas capables de régler ce type de problème, c'est-à-dire d'avoir la discipline
par rapport aux questions de diffamation, par rapport aux questions d'insultes, par rapport à la déontologie même, il faut arriver au sein de la profession à régler ce problème, à les mettre de côté pour séparer le bon grain de l'ivraie. C'est ça qui doit être fait comme première démarche. La deuxième, c'est que le code de la presse, bien sûr qu'il a été dépénalisé au Togo, mais même si on excluait, même si on incluait les réseaux sociaux, parce que j'ai entendu beaucoup le débat sur le fait que les réseaux sociaux avaient été exclus, en France, on n'a pas spécifié pour dire qu'on met les délits de presse commis sur les réseaux sociaux ou en dehors dans la loi. Mais il y a une cour qui condamne en cas de diffamation. Dieudonné, par exemple, est humoriste, mais sur la question de la diffamation, c'est pour ça qu'il a été interdit d'aller à la télé, enfin d'avoir un terrain médiatique sur lequel il pouvait s'exprimer. Les autres médias, que ce soit Mediapart ou d'autres, ont régulièrement des procès dans lesquels ils sont attaqués à tort ou à raison, mais ils vont se défendre par rapport à cela. La différence entre le Togo et ces pays-là, c'est qu'on ne va pas en prison pour ces délits. On a une sanction pécuniaire, on a des amendes qu'on doit payer, mais on ne va pas en prison pour cela. Or, nous sommes au Togo et le problème, c'est que certains ignoraient peut-être qu'en commettant des délits de ce type-là, ils peuvent se retrouver en prison. Il se trouve qu'ils sont en prison et que peut-être qu'il faudra négocier, peut-être qu'il faudra plaider, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont enfreint les règles du pays, les règles du pays en matière de journalisme et de communication. Ils doivent en faire les frais. Alors, on va revenir après peut-être sur le débat de fond que vous avez commencé par poser sur le statut même. Mais je voudrais qu'on ouvre la parenthèse donc sur le débat que vient d'ouvrir Louis Magloire que Mayou. On a tout dit. Maintenant, à la fin, on est journaliste. Lorsqu'on parle, il faut aussi connaître la frontière entre ce que je dis, ce qui est vrai là-dedans, ce qui n'est pas vrai là-dedans. Est-ce que je peux le prouver? Non, c'est une question de bon sens, à vrai dire. C'est-à-dire que le principe qui consiste à dire la vérité est fondamentalement caractéristique de la vie, je veux dire, en société. C'est-à-dire qu'aucun individu digne de ce nom ne peut utiliser le mensonge, la délation, en tout cas, toute autre façon de parler qui ne peut être prouvée. Pour moi, ce n'est même pas discutable. Que tu sois journaliste ou un autre citoyen quelconque, lorsque tu veux te faire entendre, lorsque tu veux te prononcer sur une situation, un fait, et jouir donc d'une certaine crédibilité, il faut fondamentalement raisonner sur la base des faits et de la vérité elle-même. Pour revenir justement dans le contexte du journaliste, en réalité, le journaliste travaille fondamentalement sur des faits. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas fait, logiquement, il n'y a pas de travail de journaliste. Et donc, normalement, ce sont des faits qui sont analysés, décortiqués, commentés, etc. etc. Maintenant, si le journaliste tient un propos qui semble ne pas être prouvé, ou du moins qui a heurté la sensibilité de quelqu'un, je veux tout simplement que le code qui le protège soit appliqué, mais de façon la plus rigoureuse possible. En l'état actuel des choses, nous ne sommes pas fondés pour, ou du moins on n'a pas la qualification nécessaire pour estimer s'il y a eu diffamation, outrage ou non. Ça, c'est des qualificatifs qui reviennent fondamentalement à la justice. Mais de quelle manière? C'est ça le vrai problème. Comme il a dit, les délits ou les infractions, etc., sont punis partout, y compris au Togo. Ah, pourquoi alors on a prévu des amendes, exactement comme en France, où lorsque les journalistes se rendent coupables de ces genres de délits, il y a des amendes pécuniaires. On a prévu cela dans le code de la presse au Togo, et on contourne justement ce code-là pour utiliser le code pénal. Et là encore, si on avait respecté le principe sacro-saint de la liberté, qui exige que lorsqu'il y a une procédure, qu'on puisse le conduire de façon sereine et avoir la preuve évidente de la culpabilité de la personne mise en cause à la suite d'un procès avant éventuellement de l'envoyer en prison, moi je comprendrais. Mais dès la plainte, lorsqu'on initie l'information judiciaire, les journalistes sont détenus. Moi, ça me cause, ça heurte fondamentalement mais le principe même de l'activité journalistique. Et en même temps, on a comme l'impression que le plus grand plaisir que les gens éprouvent, c'est de pousser les gens en prison. Or, dans la situation même du Togo, on sait que les prisons togolaises sont surpeuplées à plus de 170%. Et je le dis sur la base des chiffres qui sont
évoquées, révélées par Amnesty International. Et sur les 170%, s'il vous plaît, 56% des détenus sont en détention provisoire et préventive. Alors, ça veut dire quoi? Le principe, avant même que tu sois en prison, il faut que ta culpabilité soit établie. Et si ce n'est pas le cas, et que vous êtes déjà en overdose d'emprisonnement, à la limite fantaisiste, pourquoi prendre du plaisir à envoyer des journalistes dont le rôle est quand même sacré, je crois qu'il faut le rappeler, est sacré dans une société, vous les envoyez sur la base de ces genres d'infractions? Moi, ça me cause un problème. Alors, quand j'écoute Luc Abaki, je me résume en disant qu'on a l'impression qu'au niveau de la justice, au niveau du procureur, on est entré dans une procédure à charge, finalement. On n'a pas cherché à faire les choses dans les règles de l'art. On pouvait les laisser en liberté, faire l'enquête, peut-être leur imposer un certain nombre de restrictions. Mais là, on est allé directement dans une procédure à charge. On prend les confrères, on les met en détention et après, on vient mener les investigations. Non, je ne sais pas si on peut dire que c'est une procédure à charge. Ce que je remarque, c'est que si vous n'êtes accusé de rien, vous n'allez pas devant les policiers ou les gendarmes ne vont pas vous incarcérer. Donc on ne peut pas être à charge à ce moment-là. C'est le procès qui est important. Est-ce que le procès se fera à charge? Est-ce qu'il sera contradictoire? Ça, c'est important d'arriver à le déterminer. Mais je reviens à nouveau sur la base parce que j'ai une citation d'un confrère pour lequel j'ai beaucoup d'estime, Adama Wade, le directeur de publication de Financial Afrique, qui dit qu'il achète la rumeur et il vend l'information. Il est important, quand on lance des accusations sur la base de rumeurs, de vérifier la véracité des faits. Si vous dites qu'une personne est un voleur, il faut arriver à le prouver. Si vous n'avez aucune preuve que la personne est un voleur, mais que vous vous appuyez sur les dires de quelqu'un, ayez au moins la décence de citer la personne. Dites telle personne considère que vous êtes un voleur. Au moins, ça vous dédouane. Or, dans le cas de nos confrères, je n'ai pas l'impression que ces précautions ont été prises. Donc, je reconnais que dans une procédure comme celle-là, on peut pratiquer la liberté conditionnelle, on peut les mettre sous surveillance pendant le temps sous contrôle judiciaire, le temps de faire la lumière et d'établir le niveau de responsabilité qui est le leur, le niveau de culpabilité même peut-être. Mais encore une fois, ça ouvre le débat sur le fait que le code n'est peut-être pas aussi parfait qu'on le pensait il y a une vingtaine d'années et qu'il faut aujourd'hui le relire, arriver à l'adapter aux circonstances actuelles, mais surtout qu'il faut faire un travail de pédagogie, un vrai travail de pédagogie. Parce que la sanction, c'est important, ça choque et ça pousse les gens à passer à autre chose. Mais le vrai problème ici, c'est qu'on a l'impression que la pédagogie n'a pas été assez pratiquée et que quand la sanction tombe, elle est dure, elle n'a pas prévu. Mais la loi est ainsi. La loi est très dure, que vous la connaissiez ou pas, elle est dure et c'est sa nature. On n'y peut pas grand-chose. On dit dura lex, sed lex. Oui, ben, la loi, oui, justement. Le problème, c'est que moi, j'ai même des réserves ou j'ai des objections par rapport à l'application de la loi. Ce que nous recommandons ici, c'est effectivement l'application de la loi. Et cette loi-là prévoit que la règle, c'est la liberté. C'est-à-dire que lorsque il y a une plainte contre ta personne, tant que vous n'êtes pas arrivé à un procès, en réalité, tu jouis de la présomption d'innocence. Et donc, la règle, c'est ta liberté. L'exception sera la détention si tu n'apportes pas un certain nombre de gages de représentativité. C'est-à-dire que, par exemple, tu as appris qu'il y a eu une plainte contre toi, et puis tu décides de fuir, et on a été obligé de te rechercher. Dans ces conditions-là, tu ne donnes pas les gages de représentativité. On est obligé de te mettre en cellule le temps de poursuivre la procédure parce que tu as fait preuve de mauvaise foi en fuyant. Mais si des journalistes bien connus dans le pays, qui s'exercent comme tels, commettent des infractions ou des délits, et il y a eu une plainte, on les convoque même par téléphone, ils vont par eux-mêmes, ça veut dire que quelque part, ils donnent la gage de représentativité. C'est là où le besoin de les enfermer me cause fondamentalement un problème. Étant entendu qu'il n'y a pas eu suffisamment d'enquête, comme on le dit, et à partir de l'information judiciaire qui vient justement d'être ouverte
par le procureur de la République, ça veut dire qu'ils jouissent de la présomption d'innocence. Et dès lors qu'ils donnent des gages de représentativité, ils doivent jouir de la liberté. Ce n'est pas pour les disculper justement de leur faute, s'il y a faute, si faute il y a vraiment. Mais c'est pour dire qu'il faut les respecter et respecter leurs droits de telle manière que la procédure soit conduite avec sérénité. Surtout que nous avons une justice qui est décriée à la fois par le peuple et par les autorités judiciaires elles-mêmes comme étant, présentant certaines frilosités, certains manquements, etc. Ce n'est pas le moment d'exposer le pays au plan international. Vous avez cité Amnesty International, vous avez cité RSF et un certain nombre de médias. J'ai lu même un article du Monde où on dit dans ce petit pays de l'Afrique de l'Ouest, les pouvoirs, les médias sont régulièrement suspendus par la haute autorité de l'audiovisuel et on dit des médias critiques. Or, le principe de la critique, c'est le ferment qui permet de nourrir les esprits et de faire en sorte à avoir tous les pôles des sujets qui se posent de manière à pouvoir faire avancer la réflexion, etc. Donc, si un pays est réfractaire à la critique, il y a un problème. Parce que lorsque la communauté internationale dit de cette manière-là que les médias critiques sont régulièrement suspendus, la communauté ne révèle pas les manquements professionnels. Est-ce que vous voyez? Et donc, quelle est l'imagerie, quelle est l'image que vous laissez dans l'esprit de l'ensemble de la communauté? Il va falloir venir fouiller pour voir mais quelle a été la faute au cas par cas avant de pouvoir nuancer. Donc, il faut éviter, et comme vous l'avez dit, je pense que la pédagogie se pose fondamentalement, aussi bien dans notre métier que dans beaucoup d'autres secteurs du pays. Et c'est pour cela que j'ai toujours contesté la manière de gouverner, ou du moins de communiquer de nos gouvernants. Parce qu'on a comme le sentiment qu'ils ne comprennent pas toute la responsabilité qui est la leur d'utiliser la pédagogie, d'utiliser l'empathie, d'utiliser les instruments humains qui permettent d'élever l'esprit des citoyens et de les inscrire vraiment dans la citoyenneté requise. On a comme l'impression qu'on a en face un peuple déjà averti, suffisamment mûr, et donc on ne fait rien pour l'élever, pour le cultiver, pour élargir son horizon de compréhension des sujets. Et lorsqu'il y a faute, ben on lui applique la faute. Et finalement, on essaye de remplir les prisons. Mais il y a un problème, parce que le leadership existe quand même. Un travail sérieux, tous les jours pour élever le peuple. Parce que si le peuple pouvait se suffire par lui-même, il n'aurait pas besoin de dirigeants. Lui? Oui, moi je crois qu'il ne faut pas aller sur ce terrain en estimant juste qu'il y a les bons journalistes et les méchants gouvernants qui sont là pour jouer au père fouettard. Ce n'est pas ça non plus, hein, c'est parce que je dis. Hein. Non, voilà, je reconnais qu'il y a des dérapages, c'est pour ça que je parle de pédagogie. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est se dire qu'en matière de liberté de presse et de liberté d'expression de façon générale, nous sommes entrés dans un cycle qui est celui de la répression. C'est une règle qui n'est pas propre au Togo. Je pense que beaucoup de pays l'appliquent aujourd'hui. Quand vous prenez le cas de Julian Assange, par exemple, que vous prenez Edward Snowden, que vous prenez Dieudonné, que je citais encore tout à l'heure, ce sont des personnes sur lesquelles aujourd'hui on peut estimer qu'on n'a pas respecté leur liberté d'expression. Voilà, mais est-ce que c'est souhaitable? Et ça ne se... Non, c'est voilà, pas souhaitable. On doit dénoncer, non, justement. Je dis que c'est pas souhaitable. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que on doit arriver à faire en sorte que l'information soit quelque chose de très important, de respecter. Quand vous choisissez le métier de journaliste qui est celui de traiter les faits, vous devez le faire avec professionnalisme. C'est comme pour le médecin. Si vous êtes médecin, vous ne vous comportez pas comme un boucher. On est d'accord. Donc, il faut avoir des attitudes de médecin, respecter un code de déontologie, connaître la loi par rapport à son métier et surtout en termes d'éducation, se dire que les valeurs journalistiques que nous défendons sont également des valeurs humaines que nous pouvons transmettre à nos enfants. Si je me mets à insulter une personne sans avoir des preuves de ce que je dis, c'est peut-être avéré, mais tant que je ne l'ai pas prouvé, il y a un problème. Et donc, encore une fois, vous traitez... Le problème qui se pose, c'est peut-être que ce sont des ministres qui ont demandé que les prévenus soient arrêtés et jugés. Ça, c'est peut-être un problème. Mais imaginez qu'un citoyen lambda ait déposé exactement la même plainte. Est-ce qu'on aurait dit que le Togo est en train de durcir les règles en matière de liberté de presse, de liberté d'expression? Je ne pense pas. Oui.
Donc, sur cette base-là, je dis qu'il est important de défendre la liberté de la presse, mais il est important que les journalistes eux-mêmes se fixent des limites qui sont les bonnes limites, les limites par rapport au professionnalisme et à la déontologie. Si ces limites ne sont pas respectées, nous donnons aux législateurs les moyens de nous écraser, et ce n'est jamais bon. Ce n'est jamais bon parce que ça nous fragilise, ça nous met dans une situation difficile de façon générale. Et on ne peut en sortir que par la vertu, que par le respect des règles qui sont communément acceptées dans notre métier. Personne n'a demandé, en France, aux États-Unis ou ailleurs, que les journalistes ne soient pas sanctionnés. Personne au Togo ne peut demander que les journalistes ne soient pas sanctionnés. Mais il faut que la sanction soit proportionnelle. Il ne faut pas qu'elle soit disproportionnée. Si vous commettez un délit pour lequel vous devez payer une amende, vous devez payer l'amende. Je grille un feu rouge, ça ne m'amène pas en prison. Je paye 10 000, je ne sais pas trop combien il faut dans le code au Togo, mais je paye pour la société. Je paye pour les fautes que j'ai commises. Quand vous êtes journaliste et que vous commettez un délit, vous devez payer pour ce délit et passer à autre chose. La prochaine fois, vous ne commettrez plus le délit et vous ne serez plus sanctionné. Non, je crois qu'on parle le même langage, à vrai dire, parce que je l'ai toujours dit. J'ai dit que, en tout cas, moi, je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut appliquer une rigueur absolue pour déterminer la gouvernance du pays. C'est-à-dire que toutes les fois qu'il est besoin d'appliquer la loi, qu'on l'applique. Justement, notre problème ici, c'est dans l'application de la loi, en vérité. Moi, je ne suis jamais pour le fait qu'on soit complaisant vis-à-vis du journaliste, par exemple. Je veux que sa culpabilité soit établie. Lorsqu'elle est établie, c'est-à-dire que nous, c'est pour ça que je l'ai dit au départ, on n'est pas fondé, c'est-à-dire qu'on n'est pas qualifié pour dire, en réalité, sur ce qui est effectivement... reproché, prenons juste un élément. Oui. Le fait qu'ils disent un voleur. Oui. Est-ce que ce n'est pas un élément constitutif de la diffamation? D'accord, c'est clair. On est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, il faut qu'on ait la preuve qu'ils ne sont pas en mesure de le prouver. Non, on est d'accord. C'est sur un réseau social que ça a été dit. Oui, donc ce que on je peut veux dire. récupérer l'élément matériel. Oui, c'est pour ça qu'il y a une procédure. Oui. C'est pour ça qu'il y a une procédure. Justement, notre problème, c'est que la procédure soit respectée. Et au même moment, que les dirigeants aient en même temps en conscience qu'ils ont cette responsabilité d'éduquer aussi les citoyens, de faire en sorte que les journalistes eux-mêmes puissent s'élever de façon progressive. Parce que le professionnalisme des journalistes, tout comme d'autres métiers, engage la responsabilité de l'État. Absolument. Est-ce que tout le travail a été fait en amont? Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut en même temps comprendre que, bon, pour le moment, voici le niveau où on se retrouve en ce qui concerne les performances des journalistes dans le pays, et nous avons un défi à relever. Si vous avez conscience d'avoir un défi à relever, vous ne pouvez plus de façon aveugle appliquer la loi à des gens qui ont la volonté, mais qui peut-être n'ont pas les capacités ou les qualifications requises pour exercer le métier. Parce que si ça doit être le cas, vous risquez d'enfermer tout le monde plutôt que de d'œuvrer pour les élever de façon progressive. Parce que vous avez conscience que vous avez besoin d'eux. Et en cela, je voulais rappeler quand même ce que vaut du journalisme. Et je voudrais justement prendre la citation de Victor Hugo lorsqu'il est allé à l'Assemblée nationale le 15 septembre 1948 en France. Il dit clairement... Vous parlez de Victor Hugo. Victor Hugo, oui, oui. Là, on est en 1948. Victor Hugo. Oui, oui, Victor Hugo. 1848, excusez. Et il dit, le principe de la liberté de presse n'est pas moins essentiel, moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de presse à celle du suffrage universel, c'est donc la pensée de tous en éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Ça veut dire quelque part que le journaliste jouit de la même légitimité qu'un député, par exemple. En tout cas, qu'un élu du peuple. Pourquoi? Cela est tributaire. Voilà, cela est tributaire du principe qui détermine le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par l'inter-échange que les êtres humains vivent ensemble, vivent en société. Cet inter-échange-là suppose justement l'information, les faits, etc., qui sont justement traités et relayés par le journaliste. Voilà pourquoi nous devons, en tant que dirigeants, en tout cas les dirigeants eux-mêmes, doivent travailler pour qu'il y ait des journalistes réellement professionnels, sur qui eux, ils comptent pour relayer les informations, en tout cas pour faire connaître, pour assurer la visibilité de leur gouvernance à eux. Mais s'il faut
de façon systématique, s'appuyer sur des lois et puis les enfermer à chaque fois, plutôt que de faire de la pédagogie, encore une fois, et de faire le travail d'empathie qui permet aux journalistes de comprendre qu'on ne les prend pas en ennemis, mais on le prend en partenaire dans la gestion des affaires du public. Mais je suis un peu embêté. Il y a aussi pour beaucoup une crainte dans ce genre de situation, c'est que beaucoup pensent que finalement, parce que je pense que Lucas Bakil a évoqué cet article du journal Le Monde qui dit que les journaux critiques sont régulièrement objets de sanctions au niveau du Togo. C'est un peu comme si on voulait réduire les journalistes à de simples communicants du gouvernement. Tant que vous parlez bien de nous, ça va, mais vous n'allez pas nous critiquer. Même si on ne fait pas le parallèle entre critique et insulte. Là. Oui, on sait que la frontière est très marquée. Oui, non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux. Je crois qu'en termes d'abord de critique, il a fallu beaucoup d'années pour qu'on commence même à suspendre les journaux au Togo. C'est-à-dire depuis 20 ans, je mets au défi quiconque de prouver qu'entre le moment où on a voté la loi et les années 2010, par exemple, 2019, combien de journaux ont été suspendus ou combien de journalistes ont été mis en prison au Togo. Il n'y en a pratiquement pas. Donc il a fallu attendre un certain temps pour voir à quel point la loi pouvait être assimilée et appliquée par les journalistes. Et donc au bout d'un certain temps, si les autorités estiment qu'il y a un besoin d'abord de formation. Je crois que ce besoin de formation a été satisfait parce que même s'il n'est pas entièrement satisfait, il y a des missions régulièrement qui sont menées par des associations pour améliorer le niveau de formation des journalistes. À l'université même de Lomé, dans certaines institutions, il y a des qui forment les journalistes. Qui permet aux journalistes qui sont entrés au métier sans passer par une école de journalisme de se former aux règles du métier et de comprendre son fonctionnement. Donc, de ce point de vue, il y a quand même des efforts qui sont faits. Ça reste incomplet, ça reste insuffisant, mais ça ne signifie pas que parce que les gens n'ont pas compris et qu'à l'extérieur, on va être critiqué, rien ne sera fait. Si vous estimez que l'impunité peut être tenue parce qu'on a peur de ce qui va être dit à l'extérieur, je pense qu'il ne se passera rien, aussi bien au niveau des journalistes qu'au niveau des dirigeants eux-mêmes. Donc, je crois qu'il faut, dans le fait qu'on critique la dureté de la loi, éviter également de verser dans l'impunité, parce que ça ne rend service à personne. Oui. Si vous êtes bon, il faut qu'à côté de vous, vous sachiez que ceux qui n'ont pas été bons ont été punis. Et que ceux qui sont à côté et qui ont été punis remarquent que ceux qui travaillent correctement, remplissent correctement leur mission, sont encouragés. Et qu'il n'y a pas d'entrave qui vient faire que pendant qu'ils sont en train de remplir leur mission, ils n'y arrivent pas. Je crois qu'il faut respecter ces deux pôles-là. Et une fois qu'on a dit ça, il faut aussi faire la frontière entre la politique et le journalisme. Ceux des journalistes qui veulent se lancer en politique, rien ne doit leur interdire de le faire. On a Éric Zemmour qui est candidat en France aujourd'hui. Donc, si un journaliste veut faire de la politique, qu'il entre en politique. Mais si les journalistes, je pense qu'il doit fondamentalement jouer son rôle. Au Togo, le problème peut-être pour la presse, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette rivalité qui fait que les gens doivent se bousculer, se faire mal pour être meilleurs. L'opposition togolaise a disparu. Elle s'est d'abord elle s'est suicidée d'une certaine manière. Les leaders se sont tués les uns après les autres. Et aujourd'hui, il y a une grande partie de cette opposition récente qui est à l'extérieur du pays. Et donc, le rôle d'opposition est parfois endossé par les journalistes, parfois endossé par les prélats, par les prêtres, par les imams et autres. Et ce n'est pas sain dans une démocratie. Il faut que l'opposition togolaise reprenne sa place, qu'elle soit une opposition dynamique et constructive, pour qu'à côté de ce que l'État fait, de ce que le gouvernement fait, il y ait l'action également de l'opposition et qu'entre les deux, les journalistes arrivent à jouer leur rôle de médiateur en matière d'information. Oui, et ce que je voulais relever justement par rapport à votre raisonnement, c'est que, en réalité, personne ne peut prôner l'impunité. Parce que si on prône, justement, on a des problèmes dans le pays parce qu'il y a l'impunité dans beaucoup de domaines. Et nous œuvrons pour que la loi soit appliquée à tout citoyen qui se rend coupable d'un certain nombre d'infractions, etc., etc. Le problème dans le contexte des journalistes, c'est que lorsqu'il y a une situation comme ça, je prends un exemple tout simple. Imaginez simplement que les ministres en question, qui ont la responsabilité de gérer une part du bien commun, constatent qu'il y a un langage maladroit qui ne convient pas, etc. Mais ils décident de faire appeler le journaliste pour le redresser et lui dire, bon, écoute, ce que tu as dit là, c'est une approche humaine, par exemple, qui permet d'éviter beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que le pays lui-même est fragile.
C'est-à-dire que moi, je prône pour l'application de la loi lorsqu'on a l'assurance que les choses sont en train d'aller dans le bon sens. Ouais. Pour le moment, on a tellement de problèmes à tout point de vue qu'on ne peut pas comprendre qu'il n'y ait pas un minimum d'approche humaine. On a parlé dans d'autres dossiers du leadership. Le leadership, justement, c'est ça. C'est une approche humaine, c'est un minimum de disponibilité à ouvrir l'esprit des autres, à leur faire comprendre les enjeux qui se présentent au pays et à faire en sorte qu'on puisse éviter un certain nombre de difficultés plutôt que de recourir à la loi toute plate et guindée et qui donne le sentiment qu'on regarde plutôt le journaliste en ennemi. Voyez-vous? Donc moi, à partir de l'instant où le pays est dans cette fragilité-là, a besoin de se faire des partenaires au plan international, j'ai du mal à ce qu'on parle de mon pays à l'extérieur de cette manière-là, comme si, effectivement, le pouvoir de Lomé ne fait qu'assumer sa dictature, puisqu'il est étiqueté comme tel à partir d'un certain nombre de choses, alors qu'en réalité, il y a à nuancer. Dans le contexte, voilà. C'est-à-dire que, par exemple, RSF, Amnesty International, qui réagissent, s'indignent, ça joue sur les notations. Absolument, ça joue de façon systématique. Et donc, c'est pour ça que je dis, on n'est pas gouvernant qui veut, mais qui peut. Ce pouvoir-là signifie qu'on sera vraiment disponible pour comprendre la psychologie de ceux-là qui ne rentrent pas dans la dynamique et donc les élever dans la mesure du possible par une approche fondamentalement humaine d'abord. Et si au-delà de tout ça, on voit que les gens, ils sont vraiment fermés. S'ils se rendent coupables d'une infraction, on a foi à notre justice, eh ben, on l'applique. Mais si vous-même, vous critiquez votre propre justice, ça veut dire que vous prêtez le flanc à d'autres critiques lorsque vous utilisez cette justice-là pour frapper des citoyens impuissants. C'est ça la vérité. Donc, c'est ce contexte dont il faut tenir compte pour je voudrais aussi qu'on envoie le débat sur l'autre volet. J'écrivais hier un article qui comparait deux articles, excusez la tautologie, les articles 497 du Code pénal qui stipule la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tierces lorsque faites de mauvaise foi, elles troublent la paix ou est susceptible de la troubler, est punie d'une amende, etc. Et puis je comparais à l'article 3, alinéa 2 du Code pénal, du Code de la presse et de la communication. Voilà. Les réseaux sociaux sont également exclus du champ d'application du présent code, lesquels sont soumis aux dispositions du droit commun. Je pense que c'est là tout le débat, le charme même du débat, c'est qu'on se retrouve dans une situation où je suis journaliste, j'exerce sur World TV, une télévision reconnue. On me dit, si vous faites une gaffe ici, on vous applique le code de la presse. Dès que je me retrouve à écrire une réflexion sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui aussi sont considérés comme des médias. Oui. Beaucoup de médias reconnus ont leur page sociale. On m'enlève ce statut, on me traite comme n'importe quel citoyen. C'est là aussi le débat aujourd'hui au Togo. Non, mais est-ce qu'on cesse d'être journaliste quand on s'exprime et qu'on enfreint les règles du journalisme? Et voilà le débat. C'est parce que, encore une fois... Oui, mais quand vous parlez des règles du journalisme, oui. Ici, il ne s'agit pas... On est ici, par exemple, dans du journalisme de la critique. Oui. Quand je fais de la critique, je ne suis pas hors des règles du journalisme. Non, mais critiquer ne veut pas dire être opposé. Hein. Oui, c'est-à-dire vous pouvez critiquer pour être favorable. Dire, mais ici, c'est comme quand dès que vous vous déplacez sur les réseaux sociaux, vous sortez du champ d'application du journalisme. Non. Le journaliste est un citoyen. Donc, il peut à tout moment être considéré d'abord comme citoyen avant d'être considéré comme journaliste. L'un n'annule pas l'autre. Et ce que je dis par rapport à ça, je l'appuie sur le fait que même dans les pays où on n'a pas exclu les réseaux sociaux du champ du droit de la presse et de la communication, les journalistes sont sanctionnés pour ce type de délit-là. Quand vous faites de la diffamation, quand vous tenez des propos mensongers, quand vous injuriez, quand vous diffamez, vous êtes condamné. Oui, en tant que journaliste. Oui, voilà, c'est là le débat maintenant. Vous êtes condamné en tant que journaliste. Vous êtes condamné en tant que journaliste. Oui. Donc, vous n'allez pas en prison. Vous payez une amende qui est liée à ce que vous avez fait. Il peut y avoir d'autres conséquences, mais ce n'est pas la prison. Donc, peut-être qu'on peut réfléchir pour savoir comment, au niveau du code
au Togo, les délits commis et qui relèvent de la diffamation ne peuvent pas amener à la prison. Mais on ne peut pas demander qu'on ne soit pas sanctionné juste parce qu'on est journaliste. Oui, non, ça, c'est exclu. C'est exclu. Ouais. Donc, pour moi, c'est ça qui doit être le débat, le vrai débat. Celui d'arriver à conscientiser les gens, mais on ne peut pas... Prenons quelque chose de simple, le code de la route. Si on a énormément d'accidents de la route qui se produisent à Lomé et dans l'ensemble du pays, est-ce qu'on va attendre d'avoir fait suffisamment de pédagogie pour sanctionner les gens qui enfreignent les règles du code de la route? On ne va pas créer cette dynamique de priorité qui fait que c'est quand on a fini de faire la pédagogie qu'on commence à sanctionner. Non, la pédagogie ne finit même pas. Elle ne finit jamais. Voilà. Donc, on est d'accord. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impunité et que de l'autre côté, les sanctions soient considérées comme justes. Il ne faut pas que les sanctions soient considérées comme injustes ou disproportionnées. C'est ça l'enjeu. Or, ici, je ne connais pas le passé de tous ces journalistes-là pour dire s'ils sont des récidivistes ou pas, mais le fait est que quand on commet un délit, on doit en payer le prix. Ça fait que la prochaine fois, vous ne le commettrez pas et les autres qui ont suivi le procès qui vous a été fait en raison de ce délit-là se comporteront mieux. Il y a une mesure de prudence qu'ils adopteront dans la manière de traiter l'information et qui fera qu'ils ne tomberont pas dans les mêmes travers que vous. Donc, je reprends cette image de la comparaison entre le code de la route et celui de la presse pour dire aujourd'hui, on peut reprocher à l'État togolais peut-être, à la justice togolaise plus précisément, d'avoir eu la main lourde sur cette période-ci, mais ça ne signifie pas qu'elle a eu tort. Ça signifie peut-être que les instruments dont elle dispose au moment précis sont des instruments beaucoup trop durs, beaucoup trop... qui ne sont pas adaptés à la situation et qu'il faudra les améliorer. Il faudra affiner peut-être la manière de procéder, mais pour l'instant, il y a une règle qui n'est pas respectée. La personne qui ne l'a pas respectée est sanctionnée. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le juge dispose des moyens. Justement, je crois que je l'ai démontré tout à l'heure. C'est au procès qu'on verra ça. Non, pas ça. Même dans le code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'à la suite de la plainte, la façon dont il doit conduire la procédure, c'est décrit. C'est pour ça que je parlais de la règle qui est la liberté et puis la détention de l'exception. Au cas où le prévenu ne donnerait pas les gages de représentativité. C'est de ça que je parle. Donc, si on a la preuve aujourd'hui que ces journalistes donnent des gages de représentativité, c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi ils sont en prison. Donc, en réalité, c'est ça le problème. Donc, au-delà de tout, je vais prendre un exemple tout simple pour illustrer mon raisonnement. Prenez le cas d'un militaire au Togo qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet une bavure. Est-ce que vous pensez qu'on va lui appliquer le code pénal? Non. Oui. Non, attends. Oui. Non. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer. J'ai un exemple. Oui, allez-y et puis je vais. J'ai l'exemple de ces gendarmes qui ont tabassé un jeune Ghanéen à la frontière entre le Ghana et le Togo. Il y a eu un communiqué à la fois du ministère de la Sécurité et un communiqué de la présidence qui expliquait que ces gendarmes-là seront jugés d'abord au niveau de la justice militaire et qu'ensuite ils seront reversés dans la justice civile et ils subiront la double sanction. C'est intéressant les communiqués. Moi, je suis togolais, je vis au Togo depuis des années et je sais que ce qui leur est appliqué au pire des cas, c'est le statut militaire. On est d'accord. C'est-à-dire que prioritairement, c'est le statut militaire qui doit être appliqué, comme vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Pourquoi donc, dans le cas du journaliste, ça doit être le contraire? C'est-à-dire que j'aurais souhaité qu'on commence par le code qui prévoit justement des amendes. L'article 497. Exactement, il y a des amendes bien sérieuses. Suite à une infraction, à diffamation, etc., il y a des dispositions. Pourquoi on ne lui applique pas cela et qu'on va au code pénal? C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une intention de nuire, et ou de faire du mal, ou de taper très fort. Et c'est pour ça que nous sommes obligés d'analyser le contexte, pour dire aux gens qu'en réalité, ce n'est pas un choix suffisamment lucide. Et donc, nous disons que lorsqu'on est leader, on reste toujours la tête froide, la tête sur les épaules, quelles que soient les circonstances et quels que soient les événements. Il faut que le leader, qui a sur lui le destin des millions de personnes, reste toujours équilibré, plutôt que d'être fâché et de dire, bon, écoutez, ça là, je ne veux pas, par exemple, parce que tel que c'est fait, il a dit tout à l'heure que, mais on a comme l'impression que c'est une poursuite à charge. Mais oui, vous avez dit non, mais c'est oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des circonstances antérieures, il y a des mesures qui sont prévues par le code pénal, qui ne sont pas respectées, pour la simple raison qu'on veut à tout prix tirer les oreilles, comme on dit chez nous,
tirer les oreilles de ceux-là qui se sont rendus coupables de l'infraction. Non, Et mais donc, c'est pour ça que nous sommes obligés d'analyser. Il y a un aspect aussi intéressant, c'est que ce soit le code de la presse et de la communication qui est le code, disons, le statut particulier des journalistes, ou le code pénal, les deux prévoient la diffamation. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, lorsque vous faites diffamation dans un journal reconnu, vous avez le statut du journaliste, donc code de la presse, mais toujours journaliste qui fait de la diffamation sur les réseaux sociaux, code pénal. Incohérence totale. Incohérence, donc il faudra travailler. Je suis auteur d'un livre sur le Togo intitulé Togo, une démocratie en construction. L'idée, c'est de dire que le chantier n'est jamais terminé. Donc c'est quelque chose qui peut être amélioré. On l'améliorera, je l'espère. J'espère que le juge et tous ceux qui travaillent là-dessus permettront que la législation soit harmonisée, qu'on n'ait plus ce genre de contradiction entre le code de la presse et le code civil. Ça, il faut le souhaiter. Mais de l'autre côté, je crois qu'il est important, encore une fois, que l'on soit dans une démarche de responsabilité. Et cette démarche de responsabilité, journaliste ou pas, il faut l'avoir. Parce que nous ne sommes respectés que par rapport à notre professionnalisme, par rapport à la rigueur avec laquelle nous exerçons notre métier, nous nous exprimons au quotidien. Que ce soit dans la presse ou ailleurs, il faut être rigoureux et professionnel. Et si on enfreint à cette règle-là, on s'expose à des sanctions. Je ne veux pas accabler qui que ce soit, je ne veux pas dédouaner qui que ce soit non plus. Mais le fait est qu'aujourd'hui, si on n'applique pas les règles, et si on ne les applique pas, le procès déterminera s'il y aura... Oui, après préjudice. Préjudice. Mais le préjudice, il est commis. Le préjudice ici... On ne peut prouver qu'il est commis qu'à la suite du procès. Non, le fait est que vous voyez? Non, pourquoi est-ce qu'il y a une plainte? On constitue la plainte parce qu'on a subi un dommage. Est-ce que la plainte à elle seule vaut un procès, par exemple? Ça, c'est un état d'esprit que tu exprimes. C'est-à-dire qu'il y a eu un langage qui ne t'a pas plu, tu estimes qu'on t'a outré et qu'on t'a diffamé, tu portes plainte. Mais est-ce que cette plainte-là, à elle seule, suffit pour qu'on ait le sentiment que c'est toi qui as raison avant d'avoir fait le procès? Non, là, c'est un autre travail. Non, ce que je suis en train de dire. Justement, à partir de l'instant où ce n'est pas comme ça, ce n'est pas acquis que oui, parce que tu as dit qu'on t'a diffamé, alors tu as raison, il va falloir conduire la procédure avec sérénité et professionnalisme, justement. Mais voyez-vous? Je crois qu'elle est conduite avec sérénité. Mais elle n'est pas conduite avec sérénité dès lors qu'on a pris déjà les mandats de dépôt. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est reproché ici, c'est pas le ministre qui a pris le concerné, le journaliste, pour aller l'enfermer chez lui. Il a demandé à l'autorité qui est capable de l'interpeller de faire son travail. Est-ce que cette autorité le ministre de la Justice est le bien? Chef du parquet. C'est lui qui donne des instructions au procureur. Partout dans le monde francophone, comme en France. Voilà pourquoi il ne faut pas prêter le flanc. C'est-à-dire que tu es ministre de la Justice. C'est-à-dire, non, je suis en train de m'expliquer. Quand tu es ministre de la Justice, par exemple, garde des Sceaux, donc patron des procureurs, en tout cas du ministère public, tu as une responsabilité encore plus accrue parce que même quand tu as raison et tu te plains et tu utilises les procureurs pour te donner raison, si la procédure présente quelques défaillances sur la forme, on va dire que tu as utilisé ta force pour brimer ce qui a fait le faible, voyez-vous? Parce que la plainte à elle seule ne vaut pas un procès. C'est ça le vrai problème. Mon problème aussi, c'est que, vous avez dit tout à l'heure que la démocratie est en pleine construction, il va falloir faire un certain... Mais la loi, les dispositions actuelles dont nous parlons, ont été incluses en janvier 2020. Or, le code précédent qui avait permis qu'il n'y ait pas de journalistes en prison n'avait pas inclus ces éléments-là. Ça veut dire qu'en 2020, on fait une marche à reculons qui consiste à introduire des dispositions qui vont envoyer les journalistes en prison. C'est une marche à reculons parce que, logiquement, après 20 ans, on devait avoir fait du chemin. Et si on ne l'a pas fait, il va falloir faire l'état des lieux. Et cet état des lieux-là ne va pas... Vous savez, des reculs, malheureusement, on en a dans tous les pays, dans toutes les démocraties. Non, c'est pas souhaitable. Voilà, c'est tout, c'est le principe. Je voudrais juste illustrer, parce que, encore une fois, je n'ai pas le passif de ces personnes. Qu'il s'agisse du ministre ou des journalistes qui sont aujourd'hui en prison, je n'ai pas leur passif. Mais quand je remonte dans le temps, vous regardez en France, par exemple, il y a beaucoup de journalistes qui se sont plaints pendant la période de présidence de Sarkozy du fait qu'ils étaient harcelés pour livrer leurs sources. Il y a même des lois qui avaient été en préparation pour limiter la protection des sources des journalistes. D'accord. Nous sommes en France. Mais c'est un recul.
c'est un recul. Tout à fait. Donc ça, on n'est jamais à l'abri Dès lors de qu'il ce n'est pas genre. souhaitable, On n'est pas à notre l'abri. devoir, Oui. c'est de pousser les gens à Je l'excellence. comprends, je comprends. Voilà. Mais encore une fois, et je voudrais terminer là-dessus parce que je crois qu'on est en train d'arriver à la fin de l'émission. Ce qui est important, c'est que nous arrivions à être à la fois inattaquables sur notre travail parce qu'on a été professionnels et rigoureux Oui, bien sûr, ça, c'est clair. avant de voir comment le travail des autres est effectué. Oui. Que ce soit celui des juges, que ce soit celui des autres membres de la justice, comme les policiers, les gendarmes et autres. Oui. Il faut que toute la chaîne judiciaire aussi fasse son travail. Mais avant que cette chaîne entre en action, il faut que les journalistes eux-mêmes fassent leur part du boulot et le fassent bien. Je m'en voudrais de rendre l'antenne sans qu'on dise un mot aussi sur le cas Fovi Katakou. Au-delà de tout ce qu'on lui reproche, on connaît sa situation de handicap sévère. Il a besoin d'une personne pour l'aider. Situation qui est incompatible aussi avec le milieu carcéral. C'est ça. Mais bien sûr, voilà ce dont nous parlons. Justement, ça dit que cette tendance à vouloir faire mal cause problème. Ce monsieur Katakou est un prisonnier naturel. On est d'accord. C'est-à-dire que même dans sa vie de tous les jours, c'est un prisonnier parce qu'il lui faut une assistance pour pouvoir mouvoir, etc., etc. Mais lorsque vous avez quand même un certain sens de culture de nos sociétés, vous savez que lorsque quelqu'un manque d'un membre ou d'autre chose, il y a une autre faculté qui se développe plus. Il manque de pied, il est déjà frustré, tu verras qu'il parle plus, qu'il va être aigri par nature. Il est susceptible d'insulter. Mais vous n'allez pas manquer d'humanisme à l'égard d'une telle personne parce que sa capacité à nuire est naturellement limitée. Comme ils disent que lui, il a incité à la révolte, il a quelle voix pour inciter des gens à la révolte? Mais autant donc lui rappeler les lois plutôt que d'aller se coltiner avec une situation encore en prison où il va falloir chercher des gens qui peuvent s'occuper de son cas. Vous voyez? Donc ça veut dire que l'État se crée même des problèmes. Parce qu'un tel monsieur, s'il n'est pas pris en charge de façon spécifique en prison, risque peut-être de perdre la vie. Mais ça, on va mettre ça sur le compte de qui? Juste parce qu'il a parlé, lui, il n'a que la bouche pour parler. Il n'a aucune autre marge pour pouvoir faire autre chose que de parler. Donc, voilà tous les éléments que nous sommes en train d'évoquer et nous appelons à une approche humaine. C'est ce qui fonde justement notre position. Est-ce qu'on retient tout cela, par exemple, côté journaliste, professionnalisme et côté autorité, souplesse? Souplesse, oui, il faut de la souplesse parce que le contexte est tel qu'il faudrait en avoir. Ce serait bien d'en avoir. Si ces personnes peuvent passer les fêtes de fin d'année en famille, ce serait bien. Si elles peuvent éviter d'être dans un milieu où elles seront contaminées par rapport à toutes les maladies qui traînent, ce serait bien également. Mais encore une fois, c'est un souhait. Je ne sais pas ce qui se passera, mais il faudrait qu'il en soit ainsi. Le contexte, par moment, peut justifier les reculs. Vous voyez, par exemple, dans le contexte de lutte contre le terrorisme, il y a beaucoup de libertés qui ont été retirées aux citoyens. Avec le contexte sanitaire, c'est pareil. On a réduit nos libertés. Donc, par moment, il arrive que les États, les gouvernements, même quand ils se considèrent démocrates, ont des pratiques de restriction de liberté qui ne sont pas acceptables, mais qui sont liées aux circonstances. Juste un dernier mot pour dire que j'ai pris un exemple la dernière fois, pour dire, bon, écoutez, si le journaliste avait dit, le ministre de la Justice au Togo, c'est le meilleur, il a fait les meilleures réformes, il a fait tant, il a affublé des loges, etc., qui sont quand même mensongers. Est-ce qu'il va se plaindre du fait qu'il a menti dans son code? Donc, il faut relativiser à chaque fois. Mais là, pour répondre à cela, il faudrait qu'on puisse avoir la possibilité pour ceux qui souhaitent déposer une plainte par rapport à des propos aussi démagogiques, qu'ils puissent le faire. Merci beaucoup à Togui Tata, à Sylvain Adjibli qui a assuré la coordination technique. La caméra a été assurée par Thomas Choye, Stéphane Kouonou à la diffusion, Edo Afanou et puis Richard Koufanga était à la réalisation. Moi, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous le samedi prochain.